Des sources russes, dont le représentant du comité d'enquête russe, rapportent que les forces ukrainiennes ont détruit le troisième et dernier pont d'avant-guerre sur la rivière de Seym, dans la région de Koursk. Cela peut isoler le district de Glouchkovski et obliger les troupes russes à passer par le seul pont flottant au sud de la rivière. Regardons cette zone de plus près. Il y avait trois ponts sur la rivière Seym, dans le district de Glouchkovski. L'un d'eux, à Glouchkovo, a été le premier à être touché et sérieusement endommagé le 16 août. Glouchkovo se trouve à environ 12 km au nord de la frontière ukrainienne et à environ 16 km au nord-ouest de la principale zone de combat à Koursk. Dimanche 18 août, l'armée ukrainienne a détruit le deuxième pont à Zvanoye. Voici la vidéo publiée par le lieutenant-général Kikola Oleshchuk montrant la frappe aérienne qui a coupé le pont en deux. Le troisième et le dernier pont auraient été détruits lundi 19 août. Le voici dans le village de Karij. La destruction des ponts sur Seym est considérée comme une étape cruciale pour l'Ukraine pour assurer un flanc sûr à son offensive à Koursk, en rendant difficile pour Moscou l'approvisionnement de ses troupes au sud du fleuve. Cela pourrait également démontrer que Kiev pourrait encore chercher à prendre pied dans la région, ou en a au moins la capacité. En détruisant les trois ponts, les forces ukrainiennes ont probablement isolé et coupé jusqu'à 700 km² de territoire dans la région de Koursk. Dans sa dernière évaluation, le think tank américain, l'Institut pour l'étude de la guerre, indique que les forces russes ont probablement redéployé plus de 5000 hommes dans la région de Koursk. Mais elles auraient besoin de plus de main-d'œuvre, d'équipements et de matériel pour changer la donne dans cette zone. C'est une annonce lourde de conséquences pour l'Ukraine et l'Europe. L'Allemagne compte réduire son aide militaire en faveur de Kiev. Berlin entend ainsi mobiliser 4 milliards d'euros dans son budget 2025, soit presque la moitié des 7 milliards et demi d'euros débloqués cette année pour soutenir les forces ukrainiennes. La proposition présentée après de longues négociations par la coalition allemande doit maintenant être analysée par le Parlement. Évidemment, cela va avoir un impact en termes surtout, je pense, financiers. Quant à l'aide militaire concrète en termes de matériel apporté, on voit quand même que la Pologne devance l'Allemagne à ce niveau-là. On sent bien que ce sont les pays limitrophes de l'Ukraine qui participent davantage. Il faut noter le cas quand même particulier du Royaume-Uni qui apporte également une contribution de loin supérieure à celle de la France, de l'Espagne ou de l'Italie. Depuis 2022, l'Union européenne et ses États membres ont versé 38 milliards d'euros d'aide militaire pour l'Ukraine, dont 28 milliards d'euros débloqués par l'Allemagne. L'aide allemande est principalement financière, à laquelle il faut ajouter 5 milliards d'euros de matériel envoyé par ses forces armées. Le G7, qui rassemble les 7 principales économies dans le monde, étudie la possibilité d'utiliser une partie des 300 milliards de dollars d'avoirs russes gelés pour fournir des moyens militaires à l'Ukraine. Mais sa mise en œuvre politique et pratique soulève de nombreuses questions. Non, ça ne pourrait pas constituer vraiment une ressource pérenne pour appuyer les Ukrainiens dans leur résistance face à la Russie. Il faut bien se rendre compte que ces quelques 300 milliards, si mes souvenirs sont bons, devront être éventuellement distribués entre plusieurs pays, et c'est au G7 que la question va être débattue et négociée. On ne sait toujours pas quelle sera l'enveloppe qui sera attribuée aux différents États. On ne sait même pas d'ailleurs s'il y aura un accord pour, je dirais, mobiliser cette réserve. Et encore une fois, cette réserve, ce sera du one-shot. Ce ne sera pas une mesure structurelle qui pourra permettre de s'inscrire dans le temps long. Seuls les États-Unis apportent une aide supérieure à l'Allemagne, mais l'élection présidentielle américaine en novembre pourrait changer la donne. Les démocrates promettent de poursuivre le soutien à l'Ukraine. En revanche, le candidat républicain Donald Trump pourrait remettre en cause cette aide s'il est réélu. La construction d'une base militaire dédiée à une brigade allemande a commencé en Lituanie, sur le terrain d'entraînement de Rudninkai. Après le début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, Vilnius et Berlin ont convenu du déploiement permanent d'une brigade allemande en Lituanie. Les responsables ont convenu que la majorité des soldats seraient stationnés dans la région lituanienne de Rudninkai, la Lituanie s'engageant à préparer les infrastructures nécessaires. Vilnius évalue à 800 millions d'euros l'investissement pour accueillir les soldats allemands. La brigade devrait compter environ 5000 soldats, dont près d'un tiers seront accompagnés par leurs familles. L'infrastructure militaire couvrira environ 200 hectares de territoire. Le projet prévoit également le développement d'une ville qui disposera des équipements essentiels pour accueillir les soldats.
L'Allemagne a exprimé son intention de maintenir une brigade militaire en Lituanie jusqu'en 2027. Pékin a répondu aux préoccupations exprimées par les entreprises de l'Union européenne au sujet de la révision de sa loi anti-espionnage. Celle-ci a été élargie en février pour inclure le transfert de ce qu'elle nomme les secrets de travail. La nouvelle version de la loi prévoit des restrictions supplémentaires sur le transfert de données, mais reste vague quant au type de données considérées comme une menace pour la sécurité nationale de la Chine. L'inquiétude suscitée par la loi est particulièrement répandue dans l'industrie pharmaceutique, les entreprises étrangères craignant de certifier les sites de production en Chine. L'association allemande des fabricants de médicaments a récemment déclaré que plusieurs de ses inspecteurs refusaient de visiter et d'inspecter les sites de production en Chine, par crainte d'être arrêtés pour espionnage en vertu de la nouvelle loi. Mais la Chine affirme qu'elle s'engage à fournir aux entreprises étrangères un environnement orienté vers le marché et fondé sur la loi. 你提到中国的反间谍法，这部法律针对的是极少数危害中国国家安全的间谍行为，而不是正常的经贸投资活动。所以，相关企业只要合法经营，人员能够依法行事，就没有必要感到担心。 La Chine est l'un des principaux fournisseurs de médicaments de l'Union européenne et ces nouvelles restrictions risquent d'entraîner des perturbations des chaînes d'approvisionnement. Des incendies de forêt continuent de faire des ravages dans plusieurs régions d'Europe. Les vacanciers ont dû évacuer leurs caravanes et leurs tentes dans l'Hérault, dans le sud-ouest de la France, où 350 hectares de forêt de pins sont partis en fumée. Les autorités affirment que l'incendie est désormais maîtrisé. 4 sapeurs-pompiers étaient sur place, 27 véhicules sur place, pour 3000 personnes à évacuer. Sur l'une des îles portugaises de Madère, un incendie brûle actuellement sur 3 fronts. Les flammes ont atteint les centres de population et au moins 160 personnes ont dû être évacuées. Este fogo foi fogo muito perigoso que derivou, não tenho nenhuma dúvida, de fogo posto em zona inacessível e durante período em que Maier não podia atuar. Le Portugal a envoyé des dizaines de pompiers depuis le continent pour aider à éteindre les flammes. Ces incendies font suite à des feux de forêt importants dans d'autres pays européens, dont la Grèce, l'Albanie et l'Italie. Deux feux de forêt ont encore éclaté en Turquie, au sud-ouest du pays cette fois. Des incendies qui touchent les villes touristiques de Yatan et Oula. Plusieurs dizaines d'avions et de véhicules et près de 300 pompiers ont été dépêchés sur place pour lutter contre les flammes. D'après les autorités locales, plus de 130 feux de forêt se sont déclarés dans le pays depuis la semaine passée. La plupart d'entre eux sont sous contrôle, mais 5 incendies majeurs continuent de dévaster les provinces d'Izmir, d'Edirne, de Manisa, de Karabük et de Bolu. Un tremblement de terre a touché la Russie ce dimanche. Le séisme de magnitude 7 est survenu au large de la péninsule du Kamtchatka, dans l'extrême-orient russe, à proximité des îles Kouril, non loin d'une base navale. Le tremblement de terre s'est produit à près de 50 km de profondeur suite à l'éruption de 2 volcans. Le dispositif de surveillance américain a lancé une alerte au tsunami qui pouvait toucher les côtes situées dans un rayon de 480 km autour de l'épicentre. Une grave sécheresse touche la Roumanie et risque de nuire à la qualité des sols à long terme. Selon les experts, le manque d'humidité pourrait avoir des répercussions sur l'agriculture du pays pendant plusieurs années. Dans le sud-ouest de la Roumanie, les agriculteurs affirment que l'état de sécheresse des sols ne leur permet pas de les préparer correctement pour les cultures d'automne. Uitați-vă bolovanii, deci pământul se rupe, nu se taie, decât dacă îți bagi plugul să faci lucrarea de arat, nu se taie brazda. Ești bolovan din ăsta, bine, când se poate ara. Les agriculteurs ont demandé une aide financière au ministre roumain de l'Agriculture, se disant ouverts à un soutien sous forme de prêt plutôt que de dons. Le ministre leur a promis une aide de 200 € par hectare, mais pas avant le mois d'octobre. Este un an atipic.
Practic, din mai anul trecut nu am mai avut o ploaie adevărată. Au fost ploi scurte, ploi puține, cantități de precipitații foarte puține. Am traversat iarna fără să vedem o baltă pe câmp. Au venit temperaturile foarte mari și de perioadă lungă. Acest lucru a făcut ca să distrugă culturile de porumb și cele care au fost irigate. Am văzut cultură de porumb care a fost irigată și căldura mare a blocat-o, a distrus. Dans cette région de la Roumanie, le sol est totalement sec, sur au moins 1 mètre de profondeur, ce qui rend l'absorption des engrais impossible et empêche les agriculteurs de préparer les cultures automnales. Sans revenus et avec des milliers d'hectares de plantations perdues, les agriculteurs du sud-ouest de la Roumanie espèrent recevoir l'aide de l'État avant que la sécheresse ne cause encore plus de dégâts. Le plus grand satellite polonais Eagle Eye a été lancé avec succès en orbite. Ce lancement historique porte la science et la technologie spatiale polonaise à leur apogée. Tomasz Bartczynski travaille au centre de recherche spatiale de l'Académie polonaise des sciences et il parle fièrement du satellite de conception polonaise. To jest polska technologia, na pewno. Jest to zaprojektowane w Polsce od zera, od kartki papieru, natomiast nie wszystkie komponenty są dostępne na polskim rynku. Na przykład Polska nie wytwarza niestety mikroprocesorów. Cette mission facilitée par SpaceX est partie de la base spatiale de Vandenberg en Californie. Le projet qui a débuté en avril 2020 fournira aux chercheurs des images haute résolution de la Terre. Le centre de contrôle de la mission est situé à Varsovie et selon les plans, la mission durera au moins 1 an sur l'orbite terrestre basse.